À trop jouer avec le feu, on finit par se cramer les doigts. Bonjour. Quel est le point commun entre la Révolution américaine de 1773, la chute de la monarchie française et la destitution de l'empereur Napoléon Bonaparte? L'impôt. Pas un siècle ne se passe sans révolte fiscale. Dans la Rome antique déjà, le vocabulaire réservé aux prélèvements obligatoires donnait le ton. Le fisc, pour commencer, du latin fiscus. Il désignait un panier dont on tire le jus de raisin jusqu'à la dernière goutte. Et celui qui récolte, l'imposteur, officier royal, pratiquait l'exaction, l'action de percevoir les taxes. Ambiant. Mais ce n'est pas le principe de mettre au pot commun qui met le feu aux poudres. C'est plutôt quand les contribuables perdent de vue l'usage de leur contribution. Le principe est si évident aux révolutionnaires qu'ils y consacrent l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Tous les citoyens ont le droit de consentir librement, suivre l'emploi et déterminer les modalités de la contribution publique. La fiscalité est consacrée comme souveraineté. Créer un impôt, c'est donc décider de la façon dont l'État récupère des recettes pour en faire bénéficier la collectivité. Bienvenue au principe de redistribution. Prenons au hasard l'ISF, le fameux impôt de solidarité sur la fortune. Solidarité, tiens donc. C'est ainsi que Michel Rocard défend en 1988 la réforme de l'impôt sur les grandes fortunes mise en place pour financer le RMI. Pas de confiscation, une simple répartition. Et cette contribution va faire fuir les pauvres riches. Vraiment? Postons-nous aux frontières. En 2013, par exemple, l'administration fiscale enregistrait le départ de 713 personnes imposables à l'ISF, soit 0,3% du total. Et encore, sans connaître leur réelle motivation. Selon la banque Crédit Suisse, la France serait même le deuxième pays d'accueil des plus fortunés après les États-Unis, avec plus de 2 millions de millionnaires en dollars. Adieu, mythe de l'exode fiscal. C'est pourtant sur la base de cet argument qu'Emmanuel Macron a décidé en 2017 de remplacer ce prélèvement par l'impôt sur la fortune immobilière. Conséquence immédiate, une chute de 340 000 à 120 000 foyers fiscaux concernés et 3,2 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Bien joué! Mais le trésor public n'est pas le seul lésé. En ouvrant droit à des déductions pour les dons aux organisations caritatives, l'ISF transformait la fortune en générosité. Dès sa réforme en 2018, les fonds collectés par les ONG et fondations caritatives auprès des fortunés ont chuté de 54%. Classe. Ouais, mais un impôt juste, c'est un impôt que tout le monde paye, comme la TVA. Contrairement à l'ISF, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas réservée à une catégorie de la population, mais est appliquée sur des biens et services. De 2,1% sur la presse et les médicaments à 20% pour le taux normal. Une petite ligne sur le ticket qui pèse lourd dans les caisses de l'État, 154,6 milliards d'euros, soit 54% des recettes fiscales. Jackpot! Sauf qu'il ne frappe pas tout le monde aussi fort au portefeuille. En consacrant la majeure partie de leurs revenus à la consommation, les ménages les plus pauvres payent beaucoup plus de TVA que les riches une fois rapportés à leurs moyens. 12,7% du revenu disponible des 10% des foyers les plus pauvres sont dépensés dans cet impôt indirect, contre 4,7% de celui des 10% les plus fortunés. Le panier de la ménagère ne pèse pas le même poids pour tout le monde. Plus équitable en théorie, les impôts sur le revenu et sur les sociétés voient leurs assiettes rongées par une galaxie de crédits. 457 exceptions dont bénéficient d'abord celles et ceux qui ont les moyens de peaufiner leur dossier. Prenons au hasard le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Notre plus grosse niche fiscale avec 16,5 milliards remboursés en 2017. Il a massivement bénéficié aux grandes entreprises. En 2016, le groupe Carrefour aurait ainsi reçu un chèque de 134 millions d'euros du Trésor public. 2 ans plus tard, la même société annonçait la suppression de 2400 postes. Pour l'emploi, on repassera. Le consentement à l'impôt est un ouvrage fragile, dont la légitimité repose sur des siècles d'efforts communs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est son augmentation qui a permis la naissance de notre système de protection sociale. Face aux enjeux qui s'imposent désormais, péril climatique, fragilisation des classes moyennes et abandon des démunis, réfléchir à l'impôt sans les contribuables semble une invitation à la bataille rangée plutôt qu'à la lutte contre les inégalités. Et si la première réforme fiscale était une réforme démocratique? Priscilla Ludowski, première. Priscilla Ludowski, citoyenne Gilets jaunes. Ce que je demandais à travers la pétition, c'était « Ok, on nous taxe et on augmente les taxes davantage pour financer la transition écologique, mais qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour préparer cette transition ?»
Voilà, et les arguments que je trouvais, c'était on augmente les taxes pour que vous puissiez délaisser de plus en plus le véhicule. Sauf que dans certaines zones, c'est pas possible de le faire. Donc voilà, pour moi, c'était pas cohérent de dire abandonnez votre véhicule s'il n'y a pas d'autres infrastructures qui permettent de faire autrement. Ou alors, on nous demandait d'avoir une consommation différente en achetant des véhicules électriques et en proposant des primes. Sauf que lorsqu'on n'a pas les moyens pour acheter un véhicule, qu'on nous donne 2 000, 3 000 ou 4 000 euros, ça ne changera pas grand-chose quand on n'a pas les moyens tout court. Donc, et puis je trouvais ça hypocrite de nous diriger vers l'électrique alors que la production et la fabrication telle qu'elle est faite pollue ailleurs, dans le lieu de fabrication. Donc pour moi, c'est la délocalisation de la pollution. Et non, moi je leur disais que je ne suis pas contre une fiscalité écologique si elle sert vraiment l'écologie. Ça, c'était la différence entre ce qu'eux proposent et la réalité de ce que moi j'aurais imaginé. En fait, les gens ont commencé à me faire des retours après la pétition, après le lancement de la pétition. Et puis ensuite, pas mal de témoignages de personnes qui s'en sortaient pas sur tel et tel sujet, qui se confiaient. Et il y avait beaucoup de retraités qui se confiaient sur leur niveau de vie, beaucoup d'agriculteurs, voilà, des mères de famille, des personnes en formation. Enfin, j'avais de tous les profils. C'était différentes familles de sujets, mais en l'occurrence, ça tournait beaucoup autour de la fiscalité, autour des produits et services de première nécessité, avec des taxes qui pourraient être réduites. Et en l'occurrence, le pouvoir d'achat est venu sur la table, la fiscalité est venue sur la table. Pourquoi ? Parce que ça permettait de remettre une certaine justice fiscale. Ok, on est représenté par des personnes pour qui on a voté ou pas. Ils prennent des mesures qui vont pas dans notre sens. On met le sujet de la fiscalité sur la table, on nous renvoie que c'est pas possible d'aller taxer les grandes entreprises, c'est compliqué, il y a l'Europe qui rentre en ligne de compte, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Et là, on se dit, ouais, va peut-être falloir qu'on change le système. On va peut-être falloir qu'on remette les choses en place et que nous, en tant que citoyens, on dise que ça suffit. Et effectivement, le sujet de la démocratie arrive sur la table et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de démocratie. Parce qu'on ne peut pas y arriver, on ne peut pas donner nos idées, on ne peut pas dire que ça ne va pas, on n'a pas le droit de dire que ça ne va pas. Quand on fait de manière pacifique, ça ne marche pas. Et à la limite, on est un petit peu maltraité sur place, quand on est mal reçu, je dirais plutôt, sur place dans les manifestations, parce qu'on demande plus de place en tant que citoyen et plus de démocratie. Et ça implique qu'on traite de plusieurs sujets, dont la fiscalité, puisque c'est de là que tout est parti au départ aussi. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de pédagogie, comme si on ne comprenait pas les choses. Ça donnait l'impression qu'ils reconnaissaient une erreur, dans le sens où ils n'avaient pas été suffisamment pédagogues avec nous, et du coup, ça nous renvoyait, nous, à des personnes qui ne comprenions rien. Donc, il y a une forme de posture d'autorité parentale qui vise à dire, voilà, je vous apprends, on aurait dû mieux vous apprendre les choses. Bon, vous n'êtes pas très intelligent, vous auriez dû comprendre, mais vous n'avez pas compris, on va vous réexpliquer. Et puis, comme vous comprenez toujours rien, on comprend bien que vous allez dans la rue contester, mais en même temps, on vous demande de retourner dans votre chambre. C'est un peu ça, ce qui se passe tous les week-ends. On nous renvoie un peu à la niche. J'entends le président appeler les gens familièrement au sein de ses discours les enfants. Voilà. Je ne sais pas s'il se considère comme un père de famille ou quoi, mais il est en face des gens comme lui qui ont d'autres compétences que les siennes, mais qui sont, on est son égal. Voilà, faut qu'il ait conscience de ça. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine hauteur qui est prise pour s'adresser à nous. Quand ils auront compris qu'ils travaillent pour nous, ils n'auront pas la même posture. Alors, quand j'ai pu entendre des membres du gouvernement que le RIC était antidémocratique, alors là, c'est le mensonge dans toute sa splendeur. Qu'on puisse ne pas comprendre comment ça peut être mis en place, qu'on puisse avoir des craintes, qu'on puisse se poser un tas de questions, ok, mais qu'on dise clairement c'est antidémocratique, non. Là, c'est un peu, c'est dans l'exagération et là, ça respire la peur. Pourquoi être contre un système qui vous permettrait de solliciter un peu plus le citoyen ? Pourquoi être contre un système qui permettrait d'être plus en phase dans les mesures ? Parce qu'elles viendraient d'en bas, les propositions, qui permettraient d'avoir des meilleures conditions de vie ou de travail. Donc en général, quand on met des choses en place, c'est par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et on devrait être content que ça vienne de la base pour pouvoir pondre des mesures qui vont bien ou qui collent au mieux et qu'on ne se rende pas compte 3 ans après qu'en fait cette mesure-là, elle n'allait pas, quoi. Et je comprends pas qu'on puisse dire que c'est antidémocratique.
comment dire, quand on utilise certains arguments pour susciter la peur, ça respire encore plus la peur. C'est-à-dire que j'entends des arguments du type, mais le révocatoire, on va pas on va pas destituer un membre du jour au lendemain tous les 4 matins. Ben non, ça n'a pas de sens, c'est pas ce qui est voulu. On va remettre la peine de mort, on va remettre en cause l'IVG, prendre des sujets très sensibles pour faire peur aux gens, je trouve ça très mesquin. Ça montre qu'ils ont peur de perdre leur position. Ils seraient plus dans cette posture de domination et d'avoir des gens qui pensent devoir les servir en fait. Ils sont bien dans une position où ils imposent les choses et ça les arrange absolument pas pour moi qui se trouvent dans une posture où ils seraient dans la collaboration, dans l'atelier, dans le travail collectif, ça les arrange pas en fait. On nous impose des choses, jusque-là on disait rien. Aujourd'hui on dit ça suffit et ça les arrange pas qu'on puisse dire ça suffit de manière plus régulière. Je pense que c'est ce qui leur fait peur. Du système tel qu'il est fait actuellement, qui est plutôt pyramidal, on pourrait arriver à quelque chose de plus horizontal, je pense, à l'avenir. Si on est vraiment dans un système où on prône la transparence, l'exemplarité et la participation active aussi, ça peut marcher parce qu'on est dans une dynamique aujourd'hui où on cherche ça, on le veut en fait. Je pense qu'on est dans un vrai tournant. C'est un mouvement qui rassemble tout profil. On est sur des sujets qui concernent tout le monde. Voilà, on n'est pas sur un corps de métier qui défend ses intérêts dans son métier. On est sur un sujet qui défend tout le monde et le citoyen en général. Donc, je pense qu'on a un vrai tournant et on est un peu si je pouvais comparer au domaine informatique, je dirais qu'en fait là, on passe à la version suivante, quoi. On est dans une mise à jour profonde et je pense que là c'est le début. On vient à peine de poser le CD-ROM.